Désolé, il y a un petit problème technique, c'est juste que je voulais partager mon diaporama. Donc, je vais commencer juste en attendant par dire que donc j'ai une licence en droit Sciences Po et c'est pour ça on fait beaucoup de dissertations dans cette filière. J'ai fait beaucoup de dissertations, de commentaires de texte, ce genre d'écrit, surtout aux examens. Et cette année, donc j'ai fait mon master 1, ma première année au Kazakhstan et on ne fait pas tout à fait les mêmes choses, c'est pas tout à fait pareil et on voit bien qu'on n'a pas la même manière de rédiger les écrits ou les dissertations ici en France. Et en France, ils sont très stricts sur la méthodologie, sur la manière de faire. Et c'est pour ça que quand on m'a demandé, je dis c'est peut-être une bonne idée de faire quelque chose, d'en parler, de parler de ça. Donc j'essaye de partager l'écran, je suis désolé. Vous dites aussi si je parle trop vite ou s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, tout ça, dites-le dans le chat. Justement, 1 seconde. Ça? Ah, c'est bon. C'est bon. Oh, désolé, ça a pris du temps. Voilà. Alors, tout d'abord, donc c'est pour ceux, ce que je vais dire, c'est surtout pour ceux qui vont faire des études en France en sciences humaines, donc où ils vont devoir beaucoup écrire, donc que ce soit, je ne sais pas, en psychologie, en histoire géo, tout ce qui est sciences humaines, enfin, voilà. Et donc, comme je disais, la méthodologie est très, très importante en France. Et des fois, il y a des professeurs qui font compter la méthodologie, enfin, la manière dont c'est écrit et structuré, la méthode, comme presque la moitié de la note de la dissertation. Donc, c'est très important parce que en même temps, ça peut être des points faciles à avoir et en même temps très faciles à perdre. Alors après, il y a des différences un peu de méthodologie entre les matières, mais ça, vos professeurs vont vous l'expliquer automatiquement en fonction de la filière où vous allez aller. Et voilà. Et donc, les exercices d'écriture, comme je dis, sont très souvent en France, surtout dans les universités, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants souvent, et donc ils ne peuvent pas faire beaucoup d'oral, par exemple, lors des examens ou quand on parle. Et donc, c'est souvent des exercices d'écriture. Voilà. Donc, les examens, souvent, c'est soit des QCM. Donc, QCM, c'est questions choix multiples. C'est connu, mais c'est juste. Donc, quand on a plusieurs choix pour les questions, il faut répondre A, B ou C. Enfin, voilà, ce genre de trucs. Des fois, des questions de cours. Donc, ça, c'est assez basique. Il y a ça aussi, je pense, au Kazakhstan, vous connaissez tous. Les examens sont donc souvent des écrits. Donc, après, il y a les dissertations. Ça, il y en a aussi, il y en a partout. Mais sauf que les dissertations, comme elles sont faites en France, c'est assez spécifique. Les commentaires de texte, donc qui finalement ressemblent un peu aux dissertations, les plans détaillés, donc ça, j'en reparlerai un peu après, et donc voilà, et donc avec tout ça, c'est pour ça que j'ai précisé après, souvent les examens, par contre, peuvent être assez longs en France par rapport à ici, en tout cas de ce que j'ai connu, donc c'est-à-dire 3-4 heures, des fois les examens, pour pouvoir avoir le temps justement de faire sa dissertation ou un commentaire de texte. Et donc, oui, ça peut paraître long, mais des fois, le temps est utile quand même, très utile pour avoir tout ça. Voilà. Alors, là, je dis les exercices, donc les dissertations et les commentaires de texte qui sont assez spécifiques dans leur manière d'être faits, je pense, à la France. C'est des exercices d'analyse, c'est-à-dire que vous n'allez pas, on ne vous demande pas de montrer tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris. On vous demande beaucoup d'organiser ce que vous savez, d'organiser une idée, d'expliquer votre idée. Et c'est vraiment ça la chose, c'est montrer votre raisonnement, expliquer le problème, expliquer. Donc, par exemple, si vous avez un sujet, je ne sais pas, vous parlez
la ville d'Astana, c'est un sujet très large, enfin, voilà, et c'est juste ça votre sujet, la ville d'Astana. Eh ben, on vous demandera pas de dire tout ce que vous savez sur la ville d'Astana, par exemple. Après, en fonction de comment vous allez développer votre sujet, vous allez parler juste, je sais pas, de la ville d'Astana, des éléments importants, donc peut-être l'architecture de la ville d'Astana, et vous justifiez à chaque fois que vous apportez quelque chose, pourquoi vous parlez de ça. Par exemple, je ne parle que de l'architecture de la ville d'Astana, parce que pour moi, c'est ce qui représente plus la ville d'Astana. Enfin, voilà. Je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple. Donc, les exercices, et après, il y a les exercices comme la synthèse ou le résumé aussi. Eux, c'est un peu différent, parce qu'on ne demande aucune connaissance particulière, souvent. Tout ce qu'on demande, c'est tout dans les documents qu'on vous donne. C'est-à-dire, lors de votre examen, vous pourrez avoir un document 3-4 feuilles de texte. Et par exemple, l'exercice du résumé, ça va être juste à partir de ce texte ou de ces textes-là, expliquer ce qu'il y a dedans. Donc là, vraiment, le challenge, c'est de comprendre ce qu'il y a, de bien comprendre le texte pour pouvoir expliquer les bonnes idées dedans. Et donc, des fois, c'est plus réécrire avec d'autres mots le texte. Voilà. Vous me dites si il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit un petit peu. La synthèse, donc la différence entre la synthèse et le résumé, c'est que la synthèse, c'est un exercice qui concerne souvent plusieurs documents. Et c'est-à-dire que vous allez avoir le discours d'un homme politique connu, par exemple, et à côté de ça, vous allez avoir un extrait d'un livre ou d'un chapitre d'un livre, d'un roman, et la synthèse, ça sera de faire le lien, expliquer le lien entre les deux et expliquer rapidement c'est quoi l'idée qu'il y a, l'idée commune. Alors que le résumé, il concerne souvent plus un seul document, souvent un long document, et l'idée, c'est juste d'écrire quelques lignes dessus. Alors, si je parle de la synthèse et du résumé, ce n'est pas les exercices spécialement les plus communs en France, mais ça dépend des filières. Dans certaines filières, ils sont assez souvent utilisés. J'en ai pas eu au Kazakhstan, c'est pour ça que j'en parle rapidement, mais je pense que ça, c'est moins spécifique à la France. Des fois, c'est plus général, la manière de faire. Bon, après, la dissertation, par contre, là, je vais passer beaucoup de temps dessus parce que c'est vraiment, je pense, la manière de faire une dissertation, comme j'ai déjà beaucoup dit, c'est très, très spécifique à la France, je pense. Donc, le sujet de dissertation, ça, c'est comme partout, c'est souvent un sujet qui est très large. Ça peut être une phrase, des fois une citation, c'est-à-dire, oui, une citation assez globale, un mot, enfin voilà. Donc, par exemple, la dissertation, ça va être juste la motivation. Il faudra écrire sur la motivation, alors souvent 3-4 pages si vous avez 3 heures, 3-4 heures. Voilà. Alors, il y a une méthode pour pouvoir savoir comment écrire, qu'est-ce qu'on peut écrire et surtout qu'est-ce qui est attendu. Alors, comme je dis, la dissertation, donc c'est votre analyse du sujet. Donc, c'est vous qui décidez un peu l'orientation que vous allez faire prendre à ce sujet, ce que vous allez dire dans le sujet. Par exemple, si je dis la motivation, eh ben, finalement, avec la problématique, donc je vais en reparler juste après, je suis désolé, je porte peut-être des mots que je n'ai pas l'habitude d'entendre. Avec la problématique, vous allez, par exemple, dire la motivation, comment dire, est-ce que la motivation est essentielle pour que l'homme travaille, par exemple? Et là, tout de suite, vous orientez votre sujet. La motivation, c'était trop large pour parler juste là-dessus. Et donc, vous posez une question, cette question va être appelée la problématique. Et vous allez réduire tout de suite les possibilités du sujet. Bon, je reparle juste après, précisément là-dessus. Et donc, oui, donc dans les dissertations, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que c'est très large, comme je disais, et c'est à vous de choisir dans quelle direction vous voulez aller un peu. Ce qui compte vraiment dans la dissertation pour le professeur, c'est de voir comment vous organisez vos idées, si vous arrivez à bien organiser vos idées, et c'est vraiment votre raisonnement qui compte, la logique, la manière dont vous faites ça. Donc, la problématique, ce que j'ai utilisé, c'est la véritable question à laquelle vous allez répondre tout au long de votre développement. Donc, là, l'exemple, ça peut être
très utile. Donc là, un exemple de sujet, les ouvriers dans la société française, c'est assez précis, les ouvriers dans la société française de 1930 à nos jours, à aujourd'hui. Et donc la problématique, une problématique, enfin, voilà, c'est quand on voit cette phrase, on réfléchit dessus et il y a un exemple de problématique, c'est les ouvriers ont-ils disparu en tant que classe sociale en France entre 1930 et aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, existe-t-il encore la classe des ouvriers en France aujourd'hui? Et la problématique, comme on la trouve, souvent, c'est les dissertations. On a eu un cours sur le sujet. Enfin, par exemple, souvent, les dissertations, c'est comme un examen après un semestre de cours. Donc, on connaît un peu le sujet. Et donc, quand on voit un sujet comme les ouvriers dans la société française de 1930 à nos jours, on sait que souvent, on a vu ça, donc on sait qu'il n'y a plus trop d'ouvriers aujourd'hui. Donc, on peut toujours avoir… enfin, on essaye de… En fait, on essaye de trouver quelque chose qui va… Une question, souvent, c'est ça, en rapport avec le sujet. Qu'est-ce que le prof, en posant ce sujet, de quoi veut-il qu'on parle? Exactement. Et c'est pour ça, des fois, ça peut être un peu bizarre. Pourquoi trouver une problématique comme ça? Pourquoi chercher une question sur le sujet? Pourquoi il ne nous pose pas directement la question? Alors, je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça marche souvent en France. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous aurez à faire une dissertation, souvent, un des éléments les plus importants, on va dire, c'est la problématique. On peut passer beaucoup de temps, par exemple, sur les 3-4 heures, juste à essayer de chercher la problématique. Enfin, quand je dis beaucoup de temps, c'est 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, juste à essayer de trouver la problématique. Et la problématique est un élément très, très important. Après, quand le professeur va vouloir vous noter, vous donner votre note, il va regarder si la problématique est intéressante. Et comme après, tout le reste de votre développement, donc de ce que vous avez écrit, répond à la question qui est appelée donc la problématique, et ben, c'est vraiment très important parce que si jamais la problématique est un peu fausse ou ne correspond pas trop au sujet, n'est pas trop dans le thème, et ben, ça peut baisser la note assez facilement, assez rapidement. Voilà. Donc, le plan, c'est la structure de votre dissertation. Donc, le plan, c'est un peu comme la problématique, c'est un élément très, très, très important. C'est même peut-être encore plus important. Donc, dans les dissertations, à chaque fois en France, le plan, c'est pour montrer que ça sert normalement autant à vous aider, à aider l'élève quand il écrit, parce qu'il sait où il en est, il comprend les idées qu'il veut dire, et ça sert aussi à aider le prof, par exemple, quand il voit, parce qu'il rapidement, grâce au plan, donc souvent on voit les titres, on met des titres, je en reparle juste après, on peut savoir ce qui se passe. Alors, j'ai 2 exemples de plans parce que c'est plus simple. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle un plan thématique, c'est-à-dire en fonction des thèmes. On regarde, c'est écrit grand 1, Paris, ville active et peuplée. Grand 2, modernisation et transformation. Grand 3, un rayonnement mondial qui renforce la République. Donc, ça, c'est un plan sur un sujet très large, c'est-à-dire la ville de Paris en règle générale, qui sa place aujourd'hui dans le monde. Et Et donc, on peut voir sur ce plan, si on a juste un sujet comme ça, par exemple Paris, c'est assez vague, on trouve une problématique. En quoi Paris est une ville, par exemple, je donne un exemple de problématique, en quoi Paris est une ville, comment dire, je peux dire un truc du style, aux multiples facettes, une ville variée et riche. Et donc après, on fait le plan qui est censé répondre à cette problématique. On dit d'abord, donc Paris est une ville active et peuplée. C'est dans notre première partie, on va parler de ça. Dans une deuxième partie, on va parler de la modernisation et de la transformation de la ville, qui fait qu'il se passe plein de choses dans la ville, donc les expositions universelles, tout ça. Et dans une troisième partie, on va parler donc du rayonnement mondial de Paris et donc de son importance pour la France. Et bien, ces 3 parties, à chaque fois, ça aussi, c'est une règle, c'est tout le temps comme ça, il faut qu'elle soit équilibrée.
C'est-à-dire, si on a une partie qui fait une page, par exemple la première partie, Paris, ville active et peuplée, il ne faut pas que la deuxième partie, elle fasse 3 pages et que la troisième partie, elle fasse une demi-page, par exemple. Alors, équilibré dans la mesure du possible, hein, mais souvent, on demande à chaque fois de l'équilibre entre les parties. Voilà. Le deuxième plan qui est ici, c'est un plan donc, sur la guerre froide en Europe. Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle ça, par contre, un plan chronologique. Alors ça, souvent, ça aide beaucoup, surtout si vous êtes en histoire ou même en Sciences Po, ça dépend de ce que vous faites, enfin, même dans plein de choses. Ça aide à créer des plans si jamais on se dit automatiquement, quand on dit un plan chronologique, c'est-à-dire qui part du plus ancien au… Enfin, qui est classé selon sa date. C'est-à-dire au début, on décide de faire de la première période de 1945 à 1955 et la deuxième période de 1956 à 1975. Ah, voilà. Et donc, c'est juste des exemples de plans, mais c'est pour vous montrer à chaque fois, il faut vraiment organiser son développement, si possible de manière équilibrée. Et souvent, on demande de mettre les titres, donc comme ils sont écrits ici, apparents dans notre dissertation. C'est-à-dire, quand on écrit la dissertation, on écrit le titre aussi. Et après, on saute une ligne, on écrit le titre, on ressaute une ligne et on commence à écrire le reste, ce qu'on veut dire. Voilà. Donc, l'introduction. Alors, j'ai parlé d'abord des deux effets un peu plus généraux, enfin voilà, la problématique et le plan. Alors, l'introduction, c'est très, très important aussi. Souvent, c'est donné comme un tiers de la note, des fois. Alors, dans l'introduction, on a ce qu'on appelle souvent l'accroche, c'est-à-dire juste une phrase où vous parlez, par exemple, de l'actualité, de ce qui s'est passé récemment, ça c'est souvent ce genre de choses, qui permet, ça s'appelle accroche, parce que ça vient du verbe accrocher, c'est ce qui fait que la personne, ça va lui donner envie de lire ce thème. Donc, l'accroche, c'est ce qui fait le lien. Donc, un exemple d'accroche, c'est par exemple, vous faites, le sujet, c'est sur les manifestations en règle générale, et vous commencez par dire, comme on a pu voir récemment, les gilets jaunes à Paris, je ne sais pas, mais tout de suite, on arrive sur là-dessus, un thème d'actualité, ça fait une accroche, et ça donne envie, on se dit, ah mince, c'est quoi le lien, enfin, voilà. Définition des termes, donc ça, voilà, il faut commencer par définir ce qui a, ce dont on va parler dans la dissertation. Ça, on met tout de suite dans l'introduction, définition. Donc, par exemple, si je disais les manifestations de 1945 à nos jours, et ben, on définit nos manifestations. C'est un peu stupide, mais ça permet aussi de cadrer la dissertation. La problématisation, alors ça, c'est ce qui souvent, c'est un rapport avec les définitions. C'est-à-dire, dans mes définitions, par exemple, dans les manifestations de 1945 à nos jours, j'ai par exemple défini donc, le mot manifestation et j'ai aussi expliqué un peu plus, mis le contexte, pourquoi de 1945 à nos jours. Et donc, dans la problématisation, je vais peut-être expliquer qu'il y avait de plus en plus de manifestations depuis 1945. C'est pas vrai, excusez-moi, je parle juste d'un exemple. Il y avait de plus en plus de manifestations depuis 1945 et dans la problématique, je vais dire, ma question va être, donc la problématisation fait le lien entre les deux, va être en quoi les manifestations ont-elles pris de l'importance depuis 1945 et puis peut-être en fonction de ce… Enfin voilà, c'est un exemple. En quoi les manifestations ont-elles pris de l'importance depuis 1945 ? Point d'interrogation. Et donc, normalement, tout doit être, si possible, assez lié. Il faut qu'il y ait une unité dans tout ce qu'on fait dans les dissertations. Et donc, après avoir posé cette question, on fait tout de suite ce qu'on appelle une annonce de plan. Donc, dans l'annonce de plan, c'est là où on dit les grandes parties de notre dissertation, c'est-à-dire on dit les titres. Donc, le plan qu'on avait vu juste avant, on annonce. Donc, on annonce le plan, c'est-à-dire… je me suis perdu moi-même. Ah, voilà. Dans un premier temps, si on reprend juste les manifestations, on va dire de 1945 à 1970,
des manifestations, je dis n'importe quoi, des manifestations pacifiques. Et puis, nous verrons dans une deuxième partie que depuis 1970, les manifestations sont devenues plus violentes. Je dis n'importe quoi, mais on annonce le plan, donc, et ça va être après nos deux grandes parties, ou nos grandes parties pour la suite. Alors, le développement, donc c'est ce qu'on écrit, ce qu'on appelle le développement, c'est ce qu'on va écrire dans le texte. Donc, c'est après l'introduction. Donc, vous pouvez voir là sur l'image l'introduction. Souvent, on saute des lignes, mais ça, c'est pas voilà. On met le titre de notre première grande partie et on fait notre développement. Donc, le développement, souvent, c'est on met l'idée, on explique l'idée qu'on veut expliquer, enfin, qu'on veut transmettre. Et après, on donne un exemple, souvent. On donne un exemple et on explique l'exemple et son lien avec l'idée. Voilà. Et c'est à chaque fois qu'on met une nouvelle idée, on peut faire des paragraphes au sein des parties. Donc, des fois, on appelle ça des sous-parties. Et comme je disais, il y a toujours besoin d'unité au sein des dissertations. Et c'est pour ça qu'on a aussi ce qu'on appelle des transitions. Les transitions, c'est dans le développement, c'est ce qui permet de faire le lien d'une idée à l'autre. Donc, de la première sous-partie à la deuxième sous-partie, ou de la première grande partie à la deuxième grande partie. Donc, les transitions, des fois, c'est juste une phrase, hein, c'est tout bête, c'est juste pour dire… si on reprend l'exemple de plan de tout à l'heure, c'est juste pour dire… donc, notre dernière idée de notre première grande partie sur la guerre froide en Europe, c'était constitution des blocs en Europe 1948-1955. Et après, on arrive sur la deuxième grande partie, qui est de 1956 à 1975, l'Europe symbole du bipolarisme. Et bien là, comme transition, par exemple, on peut dire juste après 1955, le rapport de comment dire, le fonctionnement des relations internationales change et il va les amener vers un autre système. Donc, c'est un peu, mais c'est juste pour dire, pour faire une phrase qui parle des deux choses, qui fasse le lien, la transition. Donc, la transition, très importante, juste pour faire le lien entre les parties, donc pour faire de l'unité. Et à la fin, donc, la conclusion. Très bien, donc la conclusion, comme son nom s'indique, c'est pour conclure. Donc, on répond rapidement à la question qu'on avait posée au début. Donc là, ça fait presque comme si on résumait tout ce qu'on avait dit en trois lignes, quoi, en 2-3 lignes. Et à la conclusion, on peut aussi faire ce qu'on appelle une ouverture. Donc, une ouverture, c'est une phrase qui montre qui ouvre, donc, comme son nom l'indique, sur un autre sujet, par exemple. Donc, si jamais on revient toujours sur notre même exemple de plan, de 1956 à 1975, donc voilà, on parlait de la fin de la guerre froide, et après, de la deuxième partie de la guerre froide en Europe. Et après, on peut dire, je ne sais pas, dans l'ouverture, mais est-ce qu'une nouvelle sorte de guerre froide n'est-il pas en train de s'installer, n'est-elle pas en train de, n'existait-elle pas aujourd'hui, ou enfin une histoire comme ça, juste une question ouverte qui donne la possibilité d'avoir un autre sujet, de faire un autre sujet. Une autre dissertation, mais pour le prof, plus pour vous cette fois. C'est la fin. Donc voilà. Après, il y a le commentaire. Donc le commentaire de texte, souvent, c'est un texte assez court à analyser parce qu'il faut pouvoir l'analyser le plus possible. Donc, ça dépend de la taille du texte, bien entendu, mais si c'est un texte court, on va vous demander d'analyser presque chaque mot ou chaque phrase. Si c'est un texte assez long, on va vous demander d'analyser plus. Et comment dire, il faut à chaque fois, donc, dans le commentaire, c'est pareil que la dissertation. Par contre, après, il faut trouver une problématique, il faut expliquer ce qu'il dit. Voilà. C'est vraiment le même fonctionnement que la dissertation. Après, le commentaire, la seule différence, c'est que c'est basé sur un texte précis. Et il ne faut jamais oublier, par contre, dans le commentaire, de présenter le texte ou le document, toujours dans l'introduction, au moment de la définition des termes, comme j'ai montré pour
pour la dissertation. Donc, l'auteur, la date, le contexte. Voilà. Et là, donc, juste un exemple, comment on s'organise souvent pour une épreuve de 3 heures. Des fois, c'est entre 45 minutes, 1h45, même moi, des fois, je mettais 2 heures juste pour rechercher la problématique, le plan en lien avec la problématique. Donc, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais organiser mes idées, les idées et les exemples d'idées qu'on avait en tête. Enfin, voilà. Donc là, c'est dans le cadre d'un examen sur table. Quand on dit examen sur table, c'est-à-dire en classe, pas à la maison. Donc. Et des fois, juste 1 heure. Donc, souvent, moins de temps juste pour écrire. Juste 1 heure pour écrire ou un peu plus. Et après, bien sûr, c'est important des fois de se relire. Juste, ça permet d'éviter plein de fautes. Enfin, voilà. Donc, c'était juste l'idée. Maintenant, moi, je veux écouter vos questions. Si vous voulez que je parle plus d'une chose, comment faire, comment s'organiser. Je ne sais pas si c'est plus être utile. Voilà. Bonjour, au propre, ça veut dire quoi? Au propre, ça veut dire quoi? À la fin de la présentation. Ah. Au propre? Ouais. Au propre, ça veut dire, en fait, c'est l'inverse de au brouillon. C'est-à-dire, c'est quand on écrit directement ce qu'on va rendre au professeur. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, quand on écrit quelque chose au propre, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Donc, comme je disais, je suis désolé, je répète les mêmes mots, le brouillon. Le brouillon, c'est quand, par exemple, regardez, j'ai un cahier là, j'écris mes idées au brouillon. Après, ça va faire des choses comme ça. C'est pas bien visible et tout ça. Quand on fait au propre, c'est juste que on écrit les choses bien et parce qu'après, c'est ce que va lire le professeur. Ok, merci. C'est tout. Это переводится как чистовик. Бrouillon – это черновик, а au propre – это чистовик. Ok, c'est bon. Si vous avez encore des questions, peut-être n'hésitez pas à poser à Benoît parce qu'en fait, il est ici pour ça. Donc, pouvez-vous nous envoyer la présentation parce que j'ai I missed the first 10 minutes. Parlez-vous anglais? Oui, c'est bon. Oui, merci. Merci. Ah, j'aurais pu expliquer en anglais aussi. Bon, je l'envoie après la présentation, juste après. est-ce que vous avez encore des questions peut-être? Est-ce que c'était compréhensible ou pas, ou c'était trop vite? Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez? En fait, moi, je voulais vous remercier, Benoît, parce que c'était vraiment très utile pour moi. Et vous parlez vraiment lentement. J'ai tout compris. Donc, merci beaucoup. De rien. Mais c'est là, je suis désolé, c'est très large en même temps. C'est parce que c'est un sujet, c'est vague. Mais souvent, comment dire, en fonction de la filière dans laquelle vous allez étudier, vous pourrez demander au professeur. Je pense que c'est une bonne idée même de demander rapidement au professeur la méthodologie, ce qu'on appelle la méthodologie, c'est-à-dire tout ce qui va faire, toutes les règles. Et parce que des fois, il y a même des cours en licence où ils expliquent juste la méthodologie, parce que même si on a déjà fait un peu de méthodologie, de dissertation des fois au lycée, donc quand on a 16, 17 ans, à peu près 18 ans, souvent ils veulent nous réapprendre quand on arrive aux licences, donc vous serez au même niveau que tout le monde. Voilà. Donc il n'y a pas trop de à s'inquiéter. Bonjour, je voudrais poser une question. Oui. Est-ce que cela applique pour le licence et pour le master, pour les deux? Pour les deux. Pour les deux.
La dissertation, surtout la dissertation, c'est utilisé beaucoup et de partout. Donc, en Ok, licence. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions, peut-être sur la problématique, quelque chose comme ça, je sais pas. Parce qu'en fait, si on a bien compris, Benoît, c'est la problématique, c'est un peu dur de, je sais pas, de trouver. Oui, ça prend beaucoup de temps. C'est un des éléments, ouais, c'est des fois le plus dur à trouver, en fait. Parce que, en fait, c'est juste une phrase. Il faut se dire qu'il faut passer beaucoup de temps juste pour trouver la bonne phrase, la bonne question. Donc ça, des fois, c'est un peu… Pour ça, il faut s'habituer à ça. Mais bon. Ok, et juste une question, c'est quoi la différence entre un problème et une problématique, par exemple? Alors, quand on dit une problématique, c'est une question. C'est toujours la question. Le lien avec le problème, souvent, c'est que c'est peut-être la question qui montre le problème. C'est-à-dire, quand on dit un problème, en français, comment je pourrais expliquer ça? Un problème, c'est quelque chose de pas cohérent, quelque chose qui ne va pas. Et la problématique, c'est la question qui est censée montrer ce qu'on ne voit pas tout de suite dans le sujet. Donc, peut-être ce qui est en plus dans le sujet. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, c'est un peu difficile. Je vais reprendre l'exemple là sur les ouvriers dans la société française, par exemple, de 1930 à nos jours. Eh ben, on ne voit pas spécialement de choses particulières quand on lit juste ce sujet. Je vais repartager l'écran pour voir. Oui, on ne voit pas de choses particulières quand on lit juste ce sujet. Et justement, la problématique, elle va essayer de montrer ce qu'il y a en plus dans le sujet. Donc, le problème, peut-être, qu'on peut trouver dans le sujet. Donc, les ouvriers ont-ils disparu? Parce qu'effectivement, il n'y a presque plus d'ouvriers maintenant en France. Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre quand on voit les ouvriers dans la société française de 1930 à nos jours. C'est qu'à nos jours, il n'y en a presque plus. Je ne sais pas si c'est clair. Trouver un autre exemple, peut-être. Je sais pas. Oui, je pense que c'est, je sais pas, je pense que c'est bien clair. Et je sais pas, est-ce que vous avez encore des questions? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que je pense que si vous allez, je sais pas, si vous allez être, par exemple, vous aurez votre vos études, par exemple, à distance. Je sais pas comment peut-être vous pouvez en fait préparer vos devoirs. Est-ce que tu peux nous conseiller, Benoît, les sites d'Internet où on peut trouver quelque chose en plus, par exemple, où il n'y a pas quelque chose? Et si souvent, enfin, je n'ai pas spécialement de nom de site, même si voilà, mais souvent sur YouTube, il y a énormément de gens qui font des vidéos pour expliquer ça. Des vidéos très claires avec, vous savez, des schémas, des trucs comme ça. Ou alors sur les fois le site de l'ONICEF, je ne sais pas si vous connaissez l'ONICEF. C'est un site qui est un peu comme l'étudiant, donc c'est des sites en France qui sont exprès pour les étudiants, tout ça. Donc ça s'écrit ONICEF. Il doit y avoir des choses pour expliquer. Donc pour expliquer un peu comment faire. Et sinon, c'est beaucoup… oui, moi, sinon, je conseille vraiment beaucoup les vidéos YouTube qui sont vraiment bien faites en règle générale. Mais c'est rare, en fait, de trouver sur Internet des choses qui vont être pour, par exemple, la dissertation en règle générale, surtout si vous êtes en licence ou en master. Ça va être plus des choses qu'il faudra taper. Par exemple, moi, quand j'étais en droit, je vais taper la dissertation juridique ou la dissertation en droit. C'est parce qu'elle est un peu spécifique.
si vous êtes, je sais pas, en études de n'importe quoi, de psychologie, vous allez taper… en psychologie, c'est peut-être un peu différent, mais par exemple, en histoire, la dissertation en histoire. Voilà. Ok, d'accord. Ok, c'est clair. En plus des questions? Concernant les problématiques, c'est tous les étudiants ont le même sujet. Donc, le professeur, il s'attend que tout le monde choisisse, tout le Non. monde choisit le même sujet ou… Bon. Alors, souvent, c'est une très bonne question parce que souvent, c'est aussi en France, ce qui se passe, c'est que comme tous les étudiants ont eu le même cours et qu'ils voient tous le même sujet, ils font souvent des problématiques qui ressemblent. Mais il ne s'attend pas à ce que tout le monde fasse le même sujet non plus. Et souvent, c'est aussi ce qui peut permettre d'avoir une meilleure note, c'est quand on trouve une problématique qui est un peu différente, qui change un peu. Le prof, il va être, ça va lui faire plaisir de voir que quelqu'un a trouvé autre chose. Mais par exemple, si on reprend l'exemple, je répète beaucoup, mais sur les ouvriers dans la société française, donc de 1930 à nos jours, la problématique possible que j'ai mise, c'est les ouvriers ont-ils disparu en tant que classe sociale, voilà. Mais on peut trouver d'autres problématiques comme quelles sont les évolutions du milieu ouvrier en France? C'est un peu vague, mais enfin, on se concentre juste sur l'évolution. Ça change un peu. C'est toujours un peu la même idée, hein, mais ça change un peu. Je ne sais pas si ça répond. Et à quelle fréquence on fait tes travaux manuscrits en France par semaine, par exemple? Alors, des fois, les professeurs, ça dépend des filières, des disciplines qu'on étudie. Ça dépend beaucoup des disciplines. Donc, moi, je vais vous donner, par exemple, pour le droit, c'est assez souvent. Et pour, par exemple, la science politique, je pense que c'est plus général. On va avoir tout le temps à l'examen final, donc au moins une fois par semestre dans chaque discipline à peu près. Et il y a ce qu'on appelle des fois les semi-partiels, donc c'est-à-dire c'est des examens intermédiaires. J'ai même oublié le nom ici, mais c'est pas grave. Donc ça fait à peu près au moins 2 par semestre, et des fois il y en a un en plus qui est demandé à la maison. Souvent c'est comme ça que ça se passe. Donc il y en a deux qui se font en classe, donc dans un temps assez précis, c'est-à-dire 3 heures, 4 heures, et un ou deux qui vont être faits à la maison. Donc là, vous aurez autant de temps que vous voulez. Et souvent, ils donnent ces devoirs 2 semaines à l'avance, 3 semaines à l'avance, enfin, ils donnent du temps pour le faire. Bon. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a en plus des questions peut-être? J'ai une question. Alors, monsieur, donc quand je comprends, la dissertation se base sur le synthèse, n'est-ce pas? Donc on trouve des documents, on en tire des idées, puis on écrit une dissertation, non? Non. La dissertation, elle se base pas sur la synthèse. Justement, la dissertation, c'est juste sur nos connaissances beaucoup, c'est-à-dire nos connaissances sur le sujet. Et c'est notre analyse du sujet avec nos connaissances. C'est différent. La synthèse, on nous donne déjà des documents, la synthèse. On a des documents, des textes à lire. Et on fait… donc la synthèse, ça veut dire qu'il y a plusieurs textes à lire souvent. Et on explique l'idée principale de ces textes. Alors que la dissertation, c'est vraiment sur nos connaissances et notre idée, notre raisonnement qu'on va développer.
Et une autre question, quant aux étudiants des niveaux de master, est-ce qu'ils vont faire leur thèse ou soutenir une thèse après leurs études? Ou c'est juste une dissertation? Ah, le de- mémoire à la fin des études? Oui, 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 c'est ça. Comme au Euh, Kazakhstan, on fait le mémoire de 60 pages ou plus, quelque chose comme ça. Oui, oui. Alors, au Kazakhstan, même, vous avez beaucoup de mémoires parce que souvent, il y a un mémoire, il me semble, à la fin de la licence. Il y a un mémoire déjà en fin de première année de master et un mémoire en fin de deuxième année de master. En France, souvent, il y a un seul mémoire qui est en fin de deuxième année de master. Alors, ça dépend un peu des filières. Et des fois, ce mémoire, c'est même, ça peut être, ça dépend encore des filières, ça peut être un rapport de stage. C'est-à-dire, il y avait un stage obligatoire dans la filière et le mémoire, c'est par rapport à notre stage, donc c'est encore différent parce qu'on écrit sur le stage qu'on a fait. Et des fois, quand c'est ce qu'on appelle des mémoires de recherche, des choses comme ça, alors oui, c'est sur un sujet donné. Et ça ressemble peut-être un peu à la dissertation de loin, mais c'est vraiment beaucoup plus gros. Mais par contre, il y a toujours la même idée, je pense, c'est qu'il faut mettre une problématique, même dans le mémoire, et il faut mettre un plan, un plan clair et équilibré si possible. Donc finalement, oui, ça ressemble un peu. Je suis désolé. Ok, donc c'est comme au Kazakhstan de 60 pages ou même plus, des mémoires de recherche en France. En France, souvent, de ce que j'ai entendu, moi, c'est plus aux alentours de, enfin oui, 30-40 pages. Et c'est juste, il n'y en a que un, enfin oui, à la fin du deuxième année de master. Ok. Et, Donc, vous écrivez le mémoire après le master 1 et après le master 2 deux fois, pas deux en ans. France? Oui, oui. Non, juste à la fin du master 2, c'est tout. Ah, ok. Et après le master 1, c'est seulement les stages. Et c'est le rapport de stage. Ah non, je suis désolé, je vous ai perdu. Non, après le master 1, il n'y a rien de spécial. Et après le Ok. master 2, c'est toujours le mémoire, mais ce mémoire, des fois, ça peut être, c'est la même chose, ça peut être le rapport de stage, ou des fois, c'est un mémoire de recherche, ou des fois, ça dépend. Ah, ok, merci. J'ai compris ça. Et encore, il y a une question. Comment écrire un motif lettre, en lettre de motivation peut-être? Une lettre de motivation. Une lettre de motivation, c'est assez différent de tout ça. Les lettres de motivation, après, il y a beaucoup d'exemples, je pense. Il faudra en reparler pendant un petit moment. Il va y avoir des exemples sur Internet. Enfin, c'est très différent du sujet qu'on a là. Donc, comment dire, qu'est-ce que je peux dire sur écrire une lettre de motivation? Comment écrire une lettre de motivation? C'est assez large comme question. Je sais pas. Et selon votre parcours, selon ton parcours, je sais pas, peut-être, c'est tout d'abord, au début, c'est un peu présenter ce que vous Se avez passé. présenter, oui. Ouais. Présenter, oui. Après, votre parcours personnel, peut-être, oui, si vous avez Oui, travaillé. ce qu'on a fait et essayer de faire des liens avec ce pourquoi on écrit la lettre de motivation. C'est-à-dire, si je fais une lettre de motivation pour postuler pour un master ou pour postuler pour une entreprise, je vais essayer de faire des liens entre tout ce que j'ai vu, mon parcours personnel et ce que vont me proposer ce master ou cette entreprise ou ce dans quoi travaille l'entreprise. Donc oui, en première partie, on se présente et en deuxième partie, on essaye de faire des liens entre. Ouais, faire des liens ou quelque chose comme ça. Et de plus, surtout, quand par exemple, si vous, par exemple, candidatez à une formation, il faut bien lire la présentation de cette Oui. formation. Et il faut voir, je sais pas, quels sont les prérequis
Et je sais pas, est-ce que ça vous, ça vous concerne ou pas? Le but, c'est de leur montrer aussi que vous, vous êtes la personne qu'il faut. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'ils demandent, vous pouvez les apporter ou bien montrer que ce qui a de l'importance pour leur formation ou pour leur entreprise, eh ben, ça a aussi de l'importance pour vous. Enfin, voilà, que ça match. C'est le but. Donc oui, il faut bien lire la présentation, bien connaître, bien lire la présentation, par exemple, de la formation pour pouvoir écrire en conséquence. Écrire en fonction de ce qu'il veut. Ok, c'est bien. Est-ce qu'il y a des autres questions peut-être concernant la problématique ou la dissertation? Quelque chose comme ça. En tout cas, je pense que vous pouvez après revoir ou encore regarder cet enregistrement sur YouTube ou bien je vais vous envoyer par mail et je pense que ça doit être plus compréhensible après, je pense. Après, il y a d'autres choses sur YouTube ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui expliquent beaucoup mieux s'ils veulent trouver. Eh oui, profitez Souvent, maintenant. il faut taper le sujet précis. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez encore des questions ou on stop, on arrête notre réunion? Vous avez dit que c'est mieux si tous les paragraphes sont équilibrés. Les Donc, parties, oui. Ah, les parties, oui. Et donc, je ne sais pas, si j'écris dans une partie 3 pages et dans l'autre seulement une page et demie, ça va influencer la note ou... Alors, ce n'est pas le plus important souvent, mais encore une fois, je suis désolé, je répète tout le temps la même chose, mais ça dépend un peu des disciplines. Ok. Mais oui, c'est mieux si jamais c'est plus équilibré. Et par exemple, si on écrit 1 page et demie dans une partie et 3 pages dans une autre, le professeur va peut-être nous faire la remarque en disant bah, vous auriez pu changer un peu votre titre. Pour ce que vous avez dit dans la deuxième partie, vous auriez peut-être pu le dire dans la première partie. Comme ça aurait équilibré facilement. Ce genre de choses. Mais oui, d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est important de le dire. En France, souvent, c'est tout le temps soit 2 grandes parties, soit 3 grandes parties. Et les sous-parties, soit 2 sous-parties ou 3 sous-parties. Il y a très rarement des plans avec 4 grandes parties. Souvent, ils veulent 3 ou 2 grandes parties. C'est tout. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Encore des questions ou pas? Ou tout est clair? Pas du tout. Donc, je pense que, je sais pas, merci beaucoup Benoît pour cette explication. Je pense que c'était très utile pour les autres et même pour moi peut-être. Et bon, je sais pas, on arrête notre réunion ou vous avez encore des questions peut-être? Окей, Бенуа, спасибо большое. Бенуа разговаривает чуть по-русски, так что спасибо всем большое за участие. Да, говорите, есть вопросы такие? Excusez-moi, je voudrais demander, est-ce que cela ne s'applique que pour les examens en France et quant aux devoirs à domicile que les étudiants doivent faire eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils font aussi, ça s'applique pour les examens ou pour justement les devoirs à domicile beaucoup. Ok, merci. Pour les deux.
Ok, c'est tout, je pense, oui. Bon, bah, Oui, merci c'est tout. beaucoup. Oui, merci Merci. beaucoup. Merci pour tout le monde que vous êtes venus si nombreux. Et bonne soirée à tous. Et bon, merci beaucoup, Benoît. À la prochaine. Bonne soirée. Merci. À la prochaine.